Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. L'ordre du technique, c'est la construction sociale par la technique de notre monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi, d'un certain point de vue, la technocratie. Il y a au tournant du XVIe et du XVIIe siècle, une conception de la nature qui change radicalement. On ne pense jamais les problèmes en termes d'organisation sociale, mais toujours en termes de progrès technique. La science est prise comme vérité, alors que justement elle est très intéressante parce qu'elle n'est pas vérité absolue, parce qu'elle est justement démarche. Le centre n'est pas la technique précisément, qui est notre centre à nous, mais la vie. Bonjour chers auditeurs, un épisode un peu particulier aujourd'hui, car il y a deux hôtes, dont une hôtesse, Méropie Morfouli, bonjour. Bonjour. Et un auteur, bien sûr, Michel Blais, bonjour. Bonjour. Alors, c'est d'autant plus particulier que nous sommes tous les trois chez l'auteur en question et sous l'égide donc d'un buste de Platon et un autre d'Aristote. Et avec une petite chouette de la connaissance aussi sur un bureau. Donc bref, sous cette protection-là, on est bien. C'est un appartement un peu bibliothèque et un peu musée aussi, un entre-deux. Et pourquoi on est là ? Parce que Michel Blais va sortir un nouveau livre. Alors, Michel Blais, tu es déjà l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages, donc on va pas faire la bibliographie comme ça de vive voix. Et en revanche, on va s'intéresser à la nouveauté à paraître, donc qui s'appelle L'Ordre du Technique. Comment il s'est imposé, comment en sortir. Tout un programme déjà dans le titre et le sous-titre. Ce livre est à paraître le vendredi 3 novembre aux éditions L'Échappée, une petite maison d'édition indépendante de sciences humaines comme on les aime. Donc il sort le 3 novembre et dès le 7 novembre, il y a une rencontre organisée par et dans la librairie Quilombo, une librairie parisienne du 11e arrondissement au 23 rue Voltaire. Voilà, ça c'était la page promo. Tout est fait, on va rentrer dans les choses un peu plus sérieuses. L'ordre du technique, on en parlait un petit peu en amont de ce podcast, c'est effectivement un voyage dans le temps et dans les idées, car Michel Blais, tu es philosophe et historien des sciences, directeur de recherche honoraire au CNRS. Et dans l'ordre du technique, on parle quand même aussi beaucoup de poésie. Alors on va rentrer dans le livre de manière plus chronologique tout à l'heure, mais moi là je vais retenir déjà le mot poésie, parce que j'ai appris que quand tu étais plus jeune, la poésie t'occupait beaucoup, et notamment à travers une revue. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça, de cette aventure-là ? C'est une aventure très, très ancienne maintenant. C'est une aventure des années 70. Donc une aventure très très ancienne. Et effectivement, c'était une époque... Tu as oublié quelque chose. Je suis aussi physicien. Oui, j'ai oublié beaucoup de choses. Mais c'est pas grave. Je suis aussi physicien. C'est une époque où je faisais de la physique et de la poésie. Et où j'ai commencé à enseigner la physique. Mais la physique ne satisfait pas tout ne satisfait pas complètement l'âme. Et en conséquence, la poésie s'imposait à moi. Et avec un ami qui est devenu éditeur après, Pierre Dracheline, nous avons mis en place qui est décédé maintenant, Pierre Dracheline, nous avons mis en place une revue qui s'appelait Plasma, qui est devenue une maison d'édition Plasma, qui a publié un certain nombre d'ouvrages, d'abord des ouvrages de poésie, et nous avions aussi une librairie située à la station de métro La Fourche, et c'est là que se rassemblaient un certain nombre de personnes pour, disons, faire de la poésie à l'intérieur de la librairie, puis dans la revue, puis après en publiant des livres. Et ensuite, moi, mon parcours a évolué un petit peu. Je me suis lancé vraiment dans la physique et la philosophie, et puis Pierre Dracheline, lui, s'est lancé dans l'édition complètement. Voilà. Mais nous avons continué à nous voir, cependant.
Et tu as continué à lire des poètes. Et j'ai continué à lire des poètes, mais je n'ai plus écrit de poésie. Voilà, c'est comme ça. Il y a un moment où on se dit qu'on n'est peut-être pas un grand poète, que ça fait plaisir d'en écrire, mais il faut peut-être mieux arrêter, on a peut-être autre chose à faire. Voilà. Peut-être que j'y reviendrai, mais j'ai plus un temps énorme maintenant devant moi. Mais aujourd'hui, dans la littérature, la place de la poésie est assez restreinte. Est-ce que tu dis qu'à cette époque-là où vous faisiez tout ça, c'était la poésie avait une autre place dans le cœur des hommes, à la jeunesse? Ouais, je ne sais pas si elle avait une autre place dans le cœur des hommes, je suis pas... mais en tout cas, beaucoup de personnes s'intéressaient à la poésie et créaient des revues de poésie. Ça, il y avait une quantité à partir des années, disons, 64, 65, y compris 68, mais les revues de poésie se sont créées, disons, de façon énorme. Et effectivement, il y avait une activité poétique, en particulier, ça me rappelle une chose, il y avait une émission de télévision à l'époque qui s'appelait le Club des Poètes. Le Club des Poètes, c'était René, je crois, qui dirigeait ça. Et ça, nous autres poètes jeunes et vigoureux à l'époque, ça nous énervait un petit peu, le Club des Poètes. Mais d'un autre côté, je regrette maintenant en me disant qu'il n'y a plus le Club des Poètes qui passe à la télé, des choses comme ça. Et ça suscitait malgré tout un intérêt. Alors, il y a aussi quelque chose, et là, je dirais quand même qu'il y a des choses méchantes. Il y a des poésies qui sont lisibles par les hommes et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire lorsque la poésie devient simplement un exercice linguistique, eh bien, les hommes s'en désintéressent. La poésie doit parler du ressenti, doit être un peu lyrique, sinon ça ne marche pas. Ça marche très bien. Il y a des poètes. D'ailleurs, il y a beaucoup de poètes de ces années-là qui sont, dès que je les recite, les gens relisent et disent ça c'est formidable. Mais si on va voir la poésie très contemporaine, c'est assez difficile. C'est assez difficile à lire. C'est une poésie de cénacle. Et moi je préfère la poésie qui se dit, qui se chante, qui est dans la rue. Avec une forme de beauté, quoi. Avec une forme de beauté, une forme de rythme, une forme de qui peut être chantée. D'ailleurs, tout à l'heure, il y aura le texte de Ferré. Il y a des ça dit quelque chose. Mais il y a beaucoup de poètes, mais même des poètes que j'aime bien, comme André Frénaud ou Yves Bonnefoy, sont des poètes qui se lisent et qui ne sont pas juste même s'il y a de l'humour, ils ne sont pas nécessairement dans le jeu linguistique. Et le jeu linguistique, c'est quelque chose de terrifiant. On peut jouer une fois ou deux, comme l'a fait Marinetti, avec les mots en construisant, déconstruisant tout, mais répéter ça à satiété. Et puis c'est comment dire, c'est surtout des exercices de linguistique et de logique. Et moi, ça m'ennuie un peu comme poésie. Est-ce que tu penses donc que ces changements de forme de poésie, que c'est devenu un jet plus linguistique, qui a fait qu'on s'éloignait petit à petit et qu'on ne voit pas la jeunesse, comme tu dis, vigoureuse comme la tienne à l'époque, s'acharner en créant des revues de poésie et écrire des poèmes? Mais nous étions encore à une époque où le livre et le papier avaient un sens important, ce qui n'est moins le cas aujourd'hui. Sur les réseaux, il y a de la poésie. Mais c'est pas la même chose que de la poésie écrite. Et puis les temps changent. C'est un peu dommage. Mais la poésie doit être écrite et dite. Si elle n'est pas dite, elle perd beaucoup. Et on ne peut pas dire n'importe quelle poésie. Par exemple, même la poésie d'André Dubouché, que j'aime bien, pour la dire, cette poésie, c'est très très difficile. Je l'ai entendue une ou deux fois dite, c'était très très bien, c'était admirable, et le texte apparaissait. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, et de lire Dubouché, c'est pas évident non plus, parce que c'est de la poésie un peu philosophique aussi, même s'il ne se présente pas de cette manière. Char est plus facile, par exemple, bien que ce soit pas donné non plus, Char, c'est pas... Mais voilà. Ça, c'est des poètes qui m'intéressaient à l'époque et qui m'intéressent toujours. Et je crois qu'il y a quand même un renouveau là, ces toutes dernières années de la poésie, et notamment de jeunes poètes qui déclament, je sais pas
comme on dit, qui effectivement, disent la poésie devant des publics. On en a rencontré quelques-uns avec Néropie, et puis il y a un petit phénomène éditorial. Bon, Ouais. c'est un peu balbutiant, mais peut-être que justement, et c'est intéressant par rapport au livre, peut-être qu'on en a besoin justement de cette parole des poètes. C'est vrai que dans le livre, tu nous présentes la parole de certains poètes comme un peu une porte de sortie. Oui, ben, je pense que ça l'est. Ça l'est. C'est-à-dire que des poètes comme Jacques Côté ou Jean-Paul Michel sont des poètes qui ouvrent, qui sont dans l'ouverture vers autre chose, qui sortent, mais ils le disent. Jacques Côté est l'un des plus explicites sur ça. C'est vraiment les promenades qu'il fait. On sent que le fameux thème de l'ouvert et de l'advenu de la nature, enfin du monde autre que celui de la science, est extrêmement présent à l'intérieur de ça. Et c'est indispensable de lire cela. Indispensable. De toute façon, sans poésie, le monde meurt. Je crois. Vraiment, non, vraiment. Il y avait les aèdes grecs, et il ne faut pas les oublier, ils sont toujours... C'est une nécessité. C'est une nécessité. Une nécessité. Alors que la poésie soit même chrétienne, comme une somme de poésie de Patrice de la Tour du Pin, c'est quelque chose de très, très... C'est un poète absolument classique, enfin, d'une forme assez classique, un chrétien, absolument chrétien, puisqu'il a travaillé avec... pour faire après des psaumes et des choses comme ça après le concile de Vatican II. Mais c'est une poésie tout à fait étonnante à lire, tout à fait étonnante. Très étonnante, c'est une somme de poésie. Il a commencé un jour, dans les années 30, au début des années 30, et il a fini dans les après-guerre. Un même volume. Il y a 3 volumes. Somme de poésie chez Gallimard. Non, c'est très, très intéressant. Voilà. Donc voilà, la poésie va sauver le monde. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour le podcast d'aujourd'hui. Sans avoir traité le sujet de l'ordre du technique, pas tout à fait. Enfin, si, on traite déjà le sujet. Il est en filigrane. On va venir, voilà, on va remonter l'ordre du livre, si je puis me permettre. Donc l'ordre du technique, effectivement. Alors, est-ce que je sais que c'est difficile à résumer ou à définir en peu de mots, mais est-ce que tu pourrais nous définir qu'est-ce que tu entends par cet ordre du technique? L'ordre du technique. On peut le dire de façon très simple, malgré tout, sans entrer dans le mot technique, mais c'est l'ordre du technique, c'est la construction sociale par la technique de notre monde, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi, d'un certain point de vue, la technocratie. C'est-à-dire, qu'est-ce que la technocratie? La technocratie, c'est l'ordre du technique. D'ailleurs, la technocratie s'est mise en place. Effectivement, le terme apparaît en 1919 aux États-Unis, et ça paraît tout à fait déconnecté de parler de technocratie pour le XVIIe siècle. Mais pas absolument, parce qu'à partir du moment où un certain type de monde, de considération du monde, de prise en compte du monde se met en place aussi les personnes qui maîtrisent ce monde et qui en font leur fortune. Et ça va se continuer jusqu'à nous. Là, on est un peu à une sorte de forme d'apogée, de point critique plutôt. On est à une forme, oui, où progressivement, cette forme de reconstruction sociale autour de l'objet, autour de la technique et de son développement, s'est amplifiée de siècle en siècle, avec le développement des contenus de science. Il s'est développé, et d'ailleurs, ça apparaît, dès le 18e se créent ou se redéveloppent les premières écoles d'ingénieurs. Et puis au 19e siècle, c'est les grandes écoles d'ingénieurs polytechniques pour la France, mais c'est à peu près partout, enfin dans l'Europe, puisque dans cette affaire-là, on parle de l'Europe. Donc de la petite Europe, même je dirais, celle de la pointe, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et l'Italie, évidemment, qui a ses ingénieurs depuis un moment. Et ça, progressivement, c'est ce groupe de personnes qui maîtrisent tout ce qui concerne la société, tout ce qui concerne la science, va maîtriser la société et va
prendre le pouvoir. Et je crois que le pouvoir, c'est pas celui de la bourgeoisie, c'est celui de la technocratie. Il peut y avoir une superposition des deux, mais c'est pas évident. Il n'y a pas que des bourgeois qui sont technocrates. Il n'y a pas, il y a tout le monde. Mais c'est une façon de construire la société, de penser la société. Et au 19e siècle, jusqu'aux années 50, 60, en France, ce sont plutôt des polytechniciens. Les polytechniciens qui passent par l'école polytechnique, qui passent par l'école polytechnique, puis après qui sont embauchés par l'État, qui arrivent dans l'État et qui jouent ce rôle. Maintenant, ce sont des énarques. Les polytechniciens sont moins en place, les énarques sont plus en place. Alors là, il y a une chose à dire, la différence entre les deux, c'est pas le goût de la technocratie et du pouvoir, c'est les compétences. Il y en a qui avaient des compétences scientifiques, malgré tout, et d'autres qui n'en ont pas. Et donc ça se sent dans tous les discours politiques actuels. La technocratie est une pure technocratie politique, incompétente scientifiquement. Cette technocratie, en plus, on peut dire qu'elle est aidée par ce que tu appelles la computation, enfin l'ère du computationnel, ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, le digital ou l'informatique. Oui, alors peut-être qu'on peut remonter tout au début, juste faire un tout petit parcours. Oui, alors c'est vrai qu'on prenait le livre à rebours. Là. Oui, on prenait à rebours, mais on va reprendre les choses chronologiquement parce que ça présente il y a au tournant du XVIe et du XVIIe siècle une conception de la nature qui change radicalement. La nature, parce que ceux qui pensent ça, ce sont des ingénieurs de l'époque. Galilée, c'est un ingénieur. Descartes, c'est pas un ingénieur, mais c'est un passionné de choses mécaniques aussi. Et à travers ça, ils se disent, mais l'ensemble du monde pourrait être expliqué mécaniquement. C'est-à-dire que le monde, à ce moment-là, est pensé comme une machine. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il est pensé comme une machine, mais au-delà de cette machine, il y a Dieu. Il y a Dieu qui est toujours là. Donc c'est une machine qui n'est pas la vérité du monde. La vérité du monde, c'est Dieu. Mais on a un modèle heuristique qui est une machine. L'un des problèmes, c'est que ce Dieu va un peu devenir inutile dans cette affaire. Et c'est vrai qu'avec la place, disant la célèbre phrase, je ne sais pas s'il l'a vraiment dite, mais peu importe, l'intérêt c'est qu'on puisse la dire, l'hypothèse de Dieu, je n'en ai plus besoin. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de transcendance, je ne ferai pas de commentaire sur transcendance, mais il y a une transcendance. Peu importe ce que je pense de cela. Il y a une transcendance, cela veut dire que le monde, la nature est pensée comme une machine, mais elle est pensée comme une machine heuristiquement, pour faire des choses. Mais elle n'est pas pensée absolument comme une machine. Sauf que quand Dieu disparaît, elle devient une machine. Et c'est là que la situation, disons, devient un peu périlleuse. Il n'y a plus de protection extérieure. Alors, quand on a l'idée d'une machine, à ce moment-là, on peut construire la science. Parce que la science consiste à trouver les lois de cette machine, qui ne sont pas les lois de la nature, mais les lois de la machine. Et il faut distinguer les deux. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens parler des lois de la nature. Non, ils ne parlent pas des lois de la nature, puisque la nature, on ne sait pas ce que c'est. On n'en a qu'une représentation. Et ce qu'on a, c'est cette représentation. C'est donc les lois de cette représentation, très efficaces, très performantes, mais c'est une représentation du monde. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. Et alors, pour revenir au début de notre discussion, progressivement, c'est la science évoluant. On va d'abord, disons, la nature est une machine. Après, elle devient plus. On prend en considération la conservation de l'énergie. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, qui modifie encore notre conception du monde, l'énergie devient centrale. Bachelard dit que c'est la métaphysique du monde. C'est gentil, non, c'est du Bachelard. Bon. Et après, le contexte est tel que les échanges, grâce à l'énergie d'ailleurs, qui permet les échanges, les transports, la vitesse, tout ça, il y a dans le monde
la nécessité de mettre en place des réseaux pour suivre les matières, les personnes et tout. Et ça, c'est disons, l'arrivée du computationnel, c'est-à-dire l'arrivée de la mise en ordre du monde autour du nombre. C'est le nombre qui est l'affaire centrale. Et tout se réduit à des nombres. Il se réduit à des nombres et nous, à rien. Nous, les êtres humains. Donc c'est pour ça que la poésie est indispensable. Et je propose une petite lecture poétique de Paul Valéry, parce que là tu nous as dit pas mal de fois le mot machine. On lit, puis après on commence. La machine gouverne. La vie humaine est rigoureusement enchaînée par elle, assujettie aux volontés terriblement exactes des mécanismes. Ces créatures des hommes sont exigeantes. Elles réagissent à présent sur leurs créateurs et les façonnent d'après elles. Il leur faut des humains bien dressés. Elles en effacent peu à peu les différences et les rendent propres à leur fonctionnement régulier, à l'uniformité de leur régime. Elles se font donc une humanité à leur usage, presque à leur image. Il y a une sorte de pacte entre la machine et nous-mêmes, pacte comparable à ces terribles engagements que contracte le système nerveux avec les démons subtils de la classe des toxiques. Plus la machine nous semble utile, plus elle le devient. Plus elle le devient, plus nous devenons incomplets, incapables de nous en priver. La réciproque de l'utile existe. La machine gouverne, Paul Valéry, texte qui vient d'être republié par les éditions Les Lapidaires, que je salue, parce que bon, c'est un beau travail éditorial. Merci Les Lapidaires de nous permettre de relire ce texte, de découvrir ce texte. Oui, c'est un texte très intéressant, surtout qu'il est de 1925. Oui. Donc, quelle lucidité, c'est celle les poètes visionnaires. Oui, Valéry saisit ce qu'il y a de destruction de la liberté dans la fabrication de la machine et le développement de la machine. C'est-à-dire que c'est là que ça se joue. Il le dit parfaitement. Il sent bien que la machine devient une oppression. C'est-à-dire qu'à travers la machine, nous vivons tous dans une usine. C'est ça. Nous sommes dans une usine, il y a le bruit d'usine, il y a les machines de l'usine, il y a la surveillance de l'usine, et maintenant il y a les réseaux, les caméras. Nous vivons en surveillance continuelle, et ça c'est simplement que dès le début où l'on met en place une structure de machine, et que l'on oublie qu'il peut y avoir quelque chose d'autre que la machine, nécessairement la machine devient totalitaire. C'est écrit. C'est pour ça qu'on ne peut pas être très surpris que dès le 19e siècle, beaucoup des philosophes s'interrogent sur cette affaire, parce qu'il y a une logique de développement. Cette logique de développement, c'est celle qui conduit à ce qu'on est aujourd'hui, mais on pouvait s'en douter, parce qu'à partir du moment où on met une usine en place, et on ne pense plus qu'à faire fonctionner l'usine, à la rentabiliser, et pour que ça marche, il faut nécessairement surveiller les ouvriers. Et on met donc une carte d'identité en place au 19e siècle pour les ouvriers. Il faut surveiller les objets produits. Il faut que ça aille de plus en plus vite, puisque plus ça va vite, plus ça rapporte d'argent. Et nous sommes toujours dans la même logique. Et un certain aspect qui me paraît très important, c'est qu'un aspect du développement de la science, ce qu'on appelle la science, que moi j'appelle plutôt l'ordre du technique, est, disons, centré sur le fait d'améliorer tout cela, alors que on pourrait s'interroger sur la construction sociale elle-même. Là, aujourd'hui, on est encore dans la même situation. On veut résoudre les problèmes écologiques, environnementaux, ou de cadre de vie, ça dépend comment on parle. Eh bien, on pourrait très bien, plutôt que d'aller chercher des nouvelles techniques, on pourrait très bien poser le problème en termes sociaux. Est-ce que c'est pas la société elle-même qu'il faudrait organiser différemment, plutôt que de penser toujours une innovation technique qui de toute façon va apporter encore plus de problèmes. Il faut penser, et ça c'est vrai depuis le début du XXe siècle, où on ne pense jamais les problèmes en termes d'organisation sociale, mais toujours en termes de progrès technique. Parce que le progrès technique coïncide avec l'organisation autoritaire de la société, et non pas une organisation libertaire de la société, ou du moins moins dirigiste, quoi. Oui, quand on parle de progrès aujourd'hui, c'est
progrès technique. On peut même pas imaginer qu'il y ait une autre forme de progrès. Alors qu'il pourrait y avoir simplement un progrès social, c'est-à-dire que les gens vivent mieux ou vivent différemment. Parce que ce progrès peut être parfaitement interrogé. Est-ce un progrès ? D'ailleurs, il y a longtemps, j'avais écrit un article « Vivons-nous mieux que les Incas ?» Je n'en suis pas certain. Parce que les Incas avaient leurs problèmes, ils les avaient résolus d'une certaine manière. On parle toujours, par exemple, des sacrifices des Incas. Mais est-ce que ça, en nombre, est-ce que ça a un rapport quelconque avec les accidents du travail mortels en France aujourd'hui ? Non, c'est beaucoup plus important. Et je ne parle pas des migrants et toutes ces affaires-là. Donc, est-ce qu'ils vivaient de façon plus désagréable ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut s'interroger là-dessus. Donc tu as parlé de la science, de la disparition, de la transcendance et que comment est-ce qu'on peut trouver ça dans la poésie, etc. Mais est-ce qu'on ne voit pas dans la technique la solution ou on ne court pas vers la technique pour une solution parce que justement nous avons remplacé Dieu par la science. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un résultat scientifique, une conclusion scientifique, elle est reçue la plupart du temps, aidée par un marketing autour qui fait bien le travail, comme une vérité absolue. Même si on voit même que cette vérité peut changer d'une année à l'autre, même d'une semaine à l'autre, en disant, ben voilà, on avait trouvé ce résultat, mais finalement c'était quelque chose d'autre. Malgré tout, nous avons une réception de cette vérité comme une vérité absolue. Alors que la vérité absolue, comme tu disais au XVIIe siècle, etc., c'était la vérité divine. Il n'y avait pas d'autre vérité absolue que celle-là. Alors aujourd'hui, en absence d'une vérité absolue divine, on ne court pas vers la science comme si on courait à l'aide vers Dieu, d'une certaine manière. Alors là on peut rendre alors la science est prise comme vérité, ça c'est sûr, alors que justement elle est très intéressante parce qu'elle n'est pas vérité absolue. Parce qu'elle est justement démarche. Mais on a perdu un peu ce sens de démarche. Alors, et en plus, je voudrais dire une chose qui me paraît, quand on parle de la science, de quoi parle-t-on exactement ? Parce qu'il y a des niveaux de il y a des niveaux de scientificité différents. La science, c'est ce qui est absolument déductif. C'est-à-dire, on parle d'hypothèses et on arrive à des résultats et il y a une démarche parfaitement explicite de ça. Alors, pour prendre un exemple, les principia de Newton ou la mécanique quantique aujourd'hui, quand elle est axiomatisée, eh bien on sait d'où l'on part, quelles sont les lois de départ, on connaît les mathématiques qui vont être utilisées et on arrive à un résultat. Ce résultat, on le confronte à l'expérience, ça marche. Bon, mais ça, c'est du déductif. Dans d'autres cas, eh bien, on n'a pas le même niveau on fait du bricolage, on fait autre chose. Et je dirais qu'en biologie, on n'est pas déductif puisqu'on n'a pas de loi initiale qui soit... On ne sait pas exactement ce qu'on fait. Il y a une opacité. Par exemple, le gène, on ne sait pas, on n'a pas de définition du gène qui soit aussi précise que la définition de la masse en physique. Mais c'est pas un problème. C'est simplement que c'est probablement beaucoup plus difficile de mettre ça en place. Mais on n'est donc pas au même niveau de scientificité lorsqu'on est en biologie, lorsqu'on est en mathématiques ou en physique théorique. Et ça, il faut le dire. Donc la science, moi je considère que le mot science s'applique essentiellement à ce qui est déductif. De ce point de vue-là, je suis comme Aristote. La science, c'est ce qui se démontre. Ce qui ne se démontre pas absolument, ça vise la science, mais ça ne l'est pas. Ce sont des pratiques, et alors, mais il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Il y a simplement une constatation qu'il faut accepter. Et vouloir faire, par exemple, des sciences humaines, des sciences déductives, n'a à peu près peu de sens, parce qu'on va faire, l'exemple le plus courant, c'est l'économie, qui est point de suspension. On a déjà une petite demi-heure d'entretien, donc je propose une petite pause musicale. Et Michel, tu nous as proposé un morceau interprété par la pianiste Hélène Grimaud, grande pianiste. Et il s'agit du concerto pour piano de Maurice Ravel. Alors j'aimerais juste, avant qu'on écoute ensemble cet extrait, ce court extrait, malheureusement, car je ne peux pas passer l'intégralité des œuvres sur ce podcast. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix, c'est aussi
Alors, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil et une petite plaisanterie en même temps. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup Hélène Grimaud et son interprétation Ça, c'est en bien. tant que pianiste. C'est posé. Ça, c'est ça. Je suis intéressé aussi par Maurice Ravel. Bon, alors ça, On est pourrait... Mais pourquoi est-ce que là... Mais c'est en rapport avec le livre. C'est en rapport avec le livre pour une chose bien précise. Dans le livre, je suis un peu réticent sur l'ensauvagement de la France et l'introduction des loups. Or, Hélène Grimaud... Dont on reparle là, d'ailleurs. Oui. Enfin, on en parle tous les 6 mois. Or, précisément, Hélène Grimaud adore les loups, est une grande protectrice des loups, et je crois même qu'elle a des loups. Donc, c'était ce clin d'œil qui, je trouvais amusant dans le cas présent. Donc voilà pourquoi j'ai définitivement pris Hélène Grimaud plutôt qu'un autre interprète. Là, il y avait un petit jeu. Elle m'intéresse comme interprète, mais elle m'amuse aussi, et elle m'intéresse aussi parce qu'elle adore les loups. Et que moi, j'ai des réticences sur la réintégration des loups. Tu as peur des loups? J'ai pas peur des loups, mais j'ai peur des moutons. Pour les moutons. Et bien sûr, ces bonnes paroles, quelques notes interprétées par Hélène Grimaud. On a déjà dit beaucoup de choses intéressantes, mais on est rentré très à vif dans le cœur du sujet, au risque d'oublier un petit peu le point de départ. Et alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a parlé d'emblée du tournant des 17e, 18e siècles, mais on n'a pas dit ce qu'il y avait avant. Et dans le livre, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, notamment, c'est que tu nous rappelles, parce qu'en fait, tout, si j'ai bien compris, parce que moi, voilà, je découvre l'univers de Michel Blais, c'est que une des causes du problème, c'est que notre vision de la nature a changé. C'est-à-dire dans les anciens, à l'Antiquité, il y avait une vision de la nature particulière. Puis dans notre civilisation, alors la vision catholique, pareil, une vision un peu absolue comme ça de la nature, laquelle justement on pouvait pas la machiniser. Et précisément, donc à partir du 17e et du 18e, cet ordre du technique dont on a déjà bien parlé en début de podcast. Donc, est-ce que tu pourrais nous rappeler quelles étaient ces visions, à commencer par celle des anciens, puis ensuite... Alors, je vais le rappeler, mais... Vision de la nature avec un grand N. Oui, alors, je vais d'abord rappeler que dans le livre, il est effectivement question des anciens et de la chrétienté, parce que c'est pour présenter des mondes, c'est un peu une approche, je dirais, ethnographique. C'est-à-dire, c'est pour donner à penser d'autres mondes que celui dans lequel nous sommes. Et qu'on peut penser le monde autrement, tout en étant bien dans ce monde. Et puis qui sont un peu nos racines, comme diraient certains, qui sont très attachés aux racines. Voilà, on peut le penser autrement, sans en faire une valorisation quelconque, mais dire, voilà, moi j'ai plus de compétences pour parler des anciens et de la chrétienté plutôt que des Givaros. Bon, mais on aurait pu prendre les Givaros aussi, qui vivent absolument comme l'a fait Descola. Ou les Incas, comme tu dis. Ou les Incas, et montrer que, on peut vivre comme ça. Et là, c'est pour essayer de déstabiliser un peu le lecteur, pour qu'il entre dans quelque chose où le centre n'est pas la technique, précisément, qui est notre centre à nous, mais la vie. Et c'est ça qui m'intéresse. Or, nous, la vie devient technique. Et ça, c'est désespérant. Or, donc, pour les Grecs, pour faire très simple, les Grecs, il y a trois éléments qui structurent le monde des Grecs. Je dirais pas la nature, parce que la nature, elle est toujours quelque chose de difficile à saisir en tant que telle. Mais dans le monde des Grecs, il y a la Terre, d'une part, et puis il y a le monde des planètes, qui est un monde intelligible. Monde intelligible qui est le monde intelligible. Et puis il y a un troisième monde qui est celui de la techné. Il n'y a pas de la technique, on dit en nous aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le monde où nous vivons, c'est un monde qui est celui que normalement chacun peut, disons, vivre, puisque c'est le monde de la
genèse et de la corruption, génération, corruption. Or, c'est ça la vie. Alors que nous vivons, nous, dans un temps qui semble indéfini et qui nous accompagne. Indéfini, c'est le temps newtonien, c'est le temps de nos montres, c'est ce temps mécanique qui n'a plus aucun rapport avec le temps réel dans lequel nous vivons. Génération et corruption, écoutez, ça me paraît tellement évident de le dire. Le journée s'arrête, les saisons passent, les années reviennent. Nous sommes donc dans un monde cyclique, indéfini, infini même, de la génération et de la corruption. Ça, c'est le monde de la Terre, c'est-à-dire le monde, le nôtre. Au-dessus, il y a le monde intelligible des idées, des planètes, du monde permanent. Il ne faut pas confondre les deux. Or, nous les confondons, les deux. Nous les confondons puisque nous vivons dans un monde essentiellement d'abstraction, alors que génération et corruption, c'est la vie effective. C'est notre vie. Pour ça que moi, je me sens très... C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai un peu abandonné la physique. Je me sens très extérieur au monde que construit la physique. Je ne vis pas dedans, moi. Je ne suis pas une abstraction. Moi, je suis un homme qui vit. Hein. Comme je dis, le concept de chien n'aboie pas. Il est abstrait. Il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre ce qui est vivant, génération et corruption, la physis des Grecs. D'ailleurs, le premier sens de physis, c'est naissance. Et on voit bien naissance pour les mortels, comme il est dit. Parce que nous sommes d'abord des mortels. Ne vivons pas dans une illusion. Et là, ce qui est aussi très, très étonnant par rapport à nous, c'est que la techné, les Grecs ont une technique. D'ailleurs, ils la développent considérablement, mais ils ne la développent indépendamment de la vie des hommes. Parce que la vie des hommes est dans le devenir. La techné ne l'est pas. On construit un objet, c'est un objet. Il n'est pas dans le devenir, dans ce devenir immanent, qui est la vie finalement, qui nous conduit. Un objet, il ne vit pas, il est là. Or, on a tendance, nous, à confondre tout, c'est-à-dire l'intelligible, la vie et la technique. Si on mélange les trois, on perd beaucoup. On perd ce qu'on peut appeler simplement notre vie. Et ça, me gêne un peu quand même. Et cette confusion, c'est l'ordre du technique. C'est l'ordre du technique qui est le résultat. Et c'est ça qui est construit au XVIIe siècle. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, on a parlé d'une transcendance. Si on garde cette transcendance, on évite un peu cela. Si elle disparaît, on n'évite plus rien. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, on vit dans une usine et on est nous-mêmes un engrenage de l'usine. Ce qui est impensable dans le monde grec, absolument impensable, puisque nous sommes dans une forme de... Alors, je n'ai pas dit que le monde grec était le monde où je souhaitais retourner, mais il est là, les gens y vivaient, et d'un certain point de vue, leur vie pouvait trouver son sens, il y avait quelque chose. Alors, le deuxième point, c'est la chrétienté. Alors là, la chrétienté... Est-ce qu'ils savaient faire la différence? Alors, la chrétienté, oui. Alors, parce que là, c'est une affaire encore plus... Parce que là apparaît évidemment une transcendance. Mais ce qui est intéressant avec la chrétienté, c'est que le vivant, la vie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu, c'est le logos. Le logos, c'est-à-dire... Dieu est trois, je suis bien d'accord, mais il est trois et un en même temps. Donc le logos, c'est le Christ qui vient et qui dit je suis la vie et la lumière. Et donc c'est ça qui, en s'incarnant, il devient vie et lumière, il apporte aux hommes. Et la vie est centrale pour la chrétienté. Centrale. Alors on fait toujours les remarques que le Christ a fini, est mort sur la croix, que tout, bon, mais je pense que c'est pas l'essentiel. L'essentiel de la chrétienté, c'est la vie, c'est-à-dire l'incarnation, et la résurrection. Au milieu, c'est l'homme qui meurt. Il meurt sur la croix. Mais ce qui est apporté, c'est la vie. Et cette vie est au centre. D'ailleurs, alors évidemment, ça débouche sur des choses, sur une politique de l'Église, après, mais là, je ne parle pas de la politique de l'Église par rapport aux mœurs diverses de notre modernité. C'est autre chose. Il y a dans la chrétienté cette idée que la vie est centrale. Il y a des techniques au Moyen-Âge qui sont un peu les mêmes que celles des Grecs, qui s'améliorent, que celles dans Terre d'Islam, où on fait ça aussi. Mais ces techniques restent à l'intérieur de leur domaine propre.
elles ne peuvent pas saisir la vie. Parce que la vie, elle est cette instantanée, cette spontanéité qui passe, alors que la machine, elle est là. Le mécanisme, il est là, il tourne. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas non plus d'imprévu qui arrive. Il n'y a pas d'imprévu, sauf la panne. Mais la panne n'est pas un imprévu, on la répare. Alors que la mort, on la répare mal. Bon, donc c'est ça. Donc ces deux modes de pensée, mais ça serait vrai pour la plupart des civilisations. Hein. Mais ces deux modes de pensée, le grec à travers, disons, la génération et la corruption, qu'on peut observer, il suffit d'aller à la campagne, génération et corruption, on le voit continuellement. Les fleurs apparaissent, disparaissent, les animaux vivent, meurent, nous vivons, nous mourrons. En ville, nous sommes un peu sortis de cela. Plus on est en ville, plus on est en dehors de génération et corruption. D'ailleurs, j'ai vécu à Paris, l'essentiel de ma vie, mais à un moment, je suis parti en proche province, enfin à Gif-sur-Yvette, et je me suis aperçu à ce moment-là, c'était dans les années 90, je me suis dit, mais effectivement, j'avais oublié les saisons. J'avais oublié que des plantes poussaient, j'avais un jardin, je me suis dit, j'ai oublié tout ça, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et si on oublie ça, on oublie que nous sommes mortels. Et en oubliant que nous sommes mortels, je crois qu'on oublie, on peut faire n'importe quoi, sans se rendre compte que c'est notre vie qui est en jeu à chaque fois. Voire penser qu'on peut être immortel, alors, les transhumanistes. Voilà, alors on peut imaginer. Alors ça, c'est un peu. Ça, bon, oui. je digresse peut-être un peu, mais c'est en t'écoutant. Mais c'est vrai, il y a le transhumanisme, c'est simplement l'accomplissement du mouvement, je dirais, du technique. Le technique finira dans le transhumanisme. Et c'est à peu près évident. D'ailleurs, on le voit bien actuellement. Quoi qu'on en dise, l'intelligence artificielle, qui n'est pas intelligence artificielle, pas d'intelligence, il n'y a rien, c'est quand même d'abord un mouvement, disons, de déperdition de la vie en tant que vie, vers du mécanisme de plus en plus mécanisé. Et moi, personnellement, je n'ai pas envie de finir comme le racontait un des patrons de Google, finir ma vie disons, sur le mode d'une mémoire d'ordinateur, c'est-à-dire que je sois versé, mon cerveau soit versé dans une mémoire d'ordinateur, ça ne me convient pas du tout, parce que là, je ne pourrais plus manger d'andouille. En tant que Lyonnais, je vais dans ce sens. On a déjà dit beaucoup de choses, mais il y a encore 2 points qu'on n'a pas cités. Là, j'ai le livre en tête. Tu vois. Mon Dieu, c'est pas on est parti par la fin, on est revenu au milieu. Oui, comme je l'ai parcouru depuis en transversal. On a parlé de ce fameux point de retournement des 17e, 18e siècle. Et là, tu nous donnes, dans le livre, tu insistes sur 2 choses, si je me souviens bien. C'est la notion d'infini qu'on a domestiquée, dis-tu. Alors ça, j'aimerais bien comprendre, enfin, ce que ça veut dire. Et la deuxième chose, c'est la mathématisation, la fameuse mathématisation de l'univers, ou objectivation. Oui. Bref, l'infini en premier. Bon, l'infini, sa domestication. Alors, ça, je suis le premier à utiliser le terme de domestication de l'infini. Mais il y a une raison très précise. C'est parce que là aussi, il faut voir les choses telles qu'elles sont. L'infini, c'est un concept, c'est une notion. Je dirais plutôt une notion qui apparaît déjà chez les anciens. Hein, la péronne d'Anaximandre, c'est pas exactement, c'est l'indéfini. Mais l'infini est là. L'infini traverse aussi le Moyen-Âge. Dieu, l'infini, ce sont... Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un horizon, c'est une transcendance, c'est une espérance. C'est ça l'infini. C'est quelque chose qui... Bon. Or, nous, notre infini, aujourd'hui, il est mathématique. Alors, il y a quand même là quelque chose de troublant. Comment est-ce qu'on peut faire Descartes dit l'infini, c'est le nom de Dieu. Alors, comment peut-on faire du nom de Dieu un infini qui sert en mathématiques ? Est-ce que Dieu sert en mathématiques ?
Non, alors parce qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que la première étape, je dirais, de cette affaire, c'est Giordano Bruno, qui introduit, juste après Nicolas de Cuse, mais enfin, restons à Giordano Bruno, il dit l'univers est infiniment grand, il est infiniment grand, et quand c'est en nombre, en taille et en nombre, si je puis dire, en nombre, parce qu'il y a autant de planètes que l'on veut, et en taille. Il dit il est infiniment grand. Alors on a un infiniment grand qui apparaît. Oui, mais cet infiniment grand, c'est pas la totalité de l'univers. Parce que l'infini de Giordano Bruno, c'est un infini beaucoup plus riche qui englobe Dieu. L'infiniment grand, c'est une figure de l'infini. C'est pas l'infini. C'est une figure de l'infini. Et c'est cet infiniment grand qui, évidemment, sera repris d'abord par Descartes, d'une certaine manière, puisque Descartes, l'infini, c'est le nom de Dieu, mais le monde dans lequel nous vivons, c'est l'indéfini, c'est-à-dire l'infiniment grand. Mais l'infiniment grand n'est pas l'infini. Donc nous vivons à l'intérieur d'un monde. Alors aujourd'hui, quand les physiciens parlent d'infiniment grand, ils parlent d'un infiniment grand qui sert à faire de la physique, après Newton, puisque Newton a renversé, au lieu qu'on vive dans un monde infini, l'infiniment grand est celui qui permet de faire de la mécanique, mais cet infiniment grand n'est plus l'infini tel qu'on l'avait avant. C'est un infini domestiqué puisqu'il sert à faire de la physique. Ça, c'est une première étape. Il y a une deuxième étape, c'est le calcul. Le calcul différentiel. Le calcul, il y avait des problèmes pour traiter la question du mouvement. Alors la question du mouvement est une vieille question, très simple, si je puis dire. Prenons un paradoxe de Zénon. Il y a 3 paradoxes de Zénon, la flèche, la dichotomie, et puis le sable. Enfin bon, peu importe, il y a 3 paradoxes. Mais il y a l'Achille et la tortue, ou la flèche. La flèche. Si vous dites, par exemple, que la flèche, pour atteindre une certaine vitesse, doit passer par tous les degrés de vitesse. Les degrés de vitesse, il y en a un nombre infini. On voit bien, ça devient de plus en plus... Et s'il y en a un nombre infini, comment allez-vous pouvoir passer ce nombre infini de degrés de vitesse dans un temps autre qu'infini? Donc la flèche ne part pas. De même, quand la flèche arrive quelque part, elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit, elle ralentit. Elle ralentit tout le temps. Donc il faut un temps infini aussi pour qu'elle s'arrête. Donc la question de l'infini, il apparaît dans des problèmes extrêmement simples là. Alors ce qui est l'un des apports intéressants du point de vue de la mathématique au XVIIe, c'est de faire en sorte que cet infiniment-là petit est utilisé pour construire le calcul différentiel. Donc l'infini, qui était l'infini divin, devient maintenant un infini pour faire du calcul différentiel. Alors vous avez l'infini, donc l'infini qui était cette espérance, cette vision lointaine, devient simplement un infiniment grand ou un infiniment petit, et dans les 2 cas, il est domestiqué parce qu'il sert à quelque chose. Dans un cas, il sert à faire du calcul différentiel et intégral, et dans l'autre cas, il sert à englober la mécanique, la construction mécanique du monde. Donc on n'a plus l'infini. Alors c'est pour ça qu'il y a quelqu'un que je trouve très intéressant de ce point de vue-là, c'est Fontenelle. Fontenelle, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, qui a vécu presque 100 ans, presque, un pauvre homme. Il a vécu 100 ans, moins 2-3 mois, je crois. Et bon, c'est terrible parce que quand on se prépare pour être centenaire et qu'on ne l'atteint pas, c'est embêtant. Mais il a écrit un beau livre. Sur éléments de la géométrie de l'infini. Alors, ce livre n'apporte pas de nouvelles connaissances sur l'infini, 1727, n'apporte pas de nouvelles connaissances sur l'infini, mais il pose un certain nombre de questions. D'ailleurs, d'abord, une question intéressante qui devrait susciter beaucoup d'émoi chez les physiciens aujourd'hui, qui ne le font pas. C'est-à-dire, moi, Fontenelle, je sais faire les mathématiques aussi bien que vous. Je sais. Mais je ne comprends pas pourquoi ça marche.
Et ma question, c'est, je vais essayer de comprendre pourquoi ça marche. Les physiciens aujourd'hui feraient bien de s'interroger aussi pourquoi la mécanique quantique marche. Ça serait une bonne question. Parce que ça marche, mais l'intérêt, la science, c'est pas de dire que ça marche, c'est de dire pourquoi ça marche. Et cette question-là, elle est en général pas posée. Ou par certains seulement. Einstein, par exemple, s'interroge sur la mécanique quantique. Mais il dit que ça pose des problèmes. Bon, après, bon. Et alors, Fontenelle, pour revenir à lui, il dit, j'utilise l'infini pour les calculs, pour tout ça, mais cet infini, il appartient propre aux mathématiques. Mais il y a évidemment un autre infini qui est la totalité. Celui-là, je le mets de côté, je ne m'en occupe plus. À ce moment-là, vous avez la science qui se constitue autour de l'infini domestiqué, et les problèmes de métaphysique ou les problèmes de l'humain sont exclus. Alors que l'infini appartenait en propre aux questions de l'humain au départ. Donc maintenant, c'est séparer les deux. Et donc ça débouche effectivement sur les réussites mathématiques du XVIIIe siècle, sur le positivisme du XXe siècle, sur le positivisme du XIXe siècle, et sur la technocratie du XXe. Voilà, c'est QFD. Et là, on a besoin de poètes, donc je propose une petite pause musicale. Alors, tu nous as d'ailleurs proposé une chanson de Léo Ferré qui s'appelle Les Poètes. Alors, j'aime bien le couplet suivant qui dit « Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. » En musique, s'il vous plaît. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Alors nous revoici en direct dans le podcast Le Jardin. Et Michel, peux-tu nous expliquer pourquoi Léo Ferré, pourquoi cette chanson ? D'un certain point de vue, cela renvoie au début de notre conversation. Puisque le livre en question, dont il est question depuis tout à l'heure, ce livre est écrit aussi en souvenir de mes amis de Plasma. Or, le souvenir de mes amis de Plasma, comme je l'ai dit, c'était une maison d'édition de poésie. Et en souvenir parce que ils sont pratiquement tous ceux qui ont fait ça au départ sont morts. Donc c'est un hommage à eux. Et à l'époque, nous aimions tous Léo Ferré. C'était normal vu l'esprit de la maison d'édition qui était passablement libertaire. Et puis c'était une vraie star. Et puis à l'époque, c'était une vraie star. Et donc je me suis dit que les poètes Léo Ferré et l'hommage à mes amis disparus s'imposaient absolument. Tout à fait. Et merci pour ce choix. Michel, à la fin de ton livre, tu nous proposes une solution à deux facettes à cette emprise de la technique que nous vivons aujourd'hui. La première, c'est retrouver notre place parmi les êtres vivants dans la nature. Et la seconde, c'est la poésie. Et donc ma question, elle est un peu de l'ordre de pratique. Comment penses-tu qu'on va retrouver cette notion de l'infini dont tu nous as parlé tout à l'heure, ou comment est-ce que tu penses qu'on va se libérer du technique en lisant de la poésie? Et qu'est-ce que tu attends exactement quand tu parles et que tu nous dis qu'il faut qu'on retrouve la place, tu dis accompagner la nature, être dans la nature, que l'homme retrouve sa place dans la nature. Qu'est-ce que tu entends par tout ça? Alors là, il y a deux choses en fait. Il y a deux choses qui peuvent être beaucoup, même si c'est un peu utopique, elles ont quand même un sens pratique. Dans le livre, je réfléchis aussi sur ce qu'on appelle préserver la nature. Or, je pense que la nature ou le vivant n'a pas à être préservé parce que de toute façon, le vivant, il vivra même si nous disparaissons. Il était là avant, il sera là après nous. À moins de raser totalement la Terre, je ne vois pas comment le vivant... Il aura peut-être une autre forme. Hein. À Tchernobyl, il y a toujours du vivant qui... Donc, le problème, c'est pas de préserver la nature, c'est de faire en sorte que nous continuions à vivre nous. Ce qui est déjà ce qui m'intéresse plutôt, moi. Bon. Mais pour cela,
je pense que l'essentiel, c'est pas de préserver la nature, c'est de vivre avec la nature, en compagnonnage avec la nature, c'est-à-dire de travailler avec la nature. C'est-à-dire que ce qui me semble important, c'est plutôt la question du paysan plutôt que la question de celui qui met des GPS au loup pour savoir comment il se déplace. C'est ça le problème. Le problème, c'est, je dis bien des paysans, je dis pas des cultivateurs, parce que le cultivateur, par exemple, lui, il va mettre des pesticides partout. Le paysan, lui, non, il va essayer de faire en sorte de vivre en compagnonnage avec la nature. C'est une manière, un peu utopique, mais c'est une manière de revenir à un fonctionnement avec, disons, ce qu'on peut appeler la nature, disons, avec, où lui-même se retrouve libre avec la nature et non pas assujetti à l'agrochimie. C'est ça qui est essentiel. Donc c'est un compagnonnage. Ça, c'est une possibilité. Il suffit de lire un petit peu, même tout simplement Giono, pour se rendre compte de tout ce la lettre aux paysans dit des choses extrêmement intéressantes sur la manière dont on pourrait reconstruire un monde autour de cela. Évidemment, c'est pas notre monde aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut continuer à vivre comme aujourd'hui? Ça, certainement pas. Va falloir arrêter de toute manière. Mais si on continue à faire comme aujourd'hui, ça s'arrêtera. Mais ça s'arrêtera que pour nous, les humains. Les autres continueront leur vie tout à fait, plus ou moins tranquillement. Bon, il y aura peut-être des mutations, des choses comme ça, mais enfin, ils continueront. C'est vrai d'ailleurs qu'on dit souvent sauver la planète, mais bon, c'est sauver l'être humain finalement, qui devrait nous occuper. Nous occuper, c'est sauver l'être humain, et on ne peut sauver l'être humain que précisément en faisant en sorte que l'être humain se retrouve avec le vivant. Mais c'est pas en préservant le vivant qu'on sauvera l'être humain, parce qu'on va faire des réserves de vivants, des réserves de loups, comme on fait des réserves d'indiens. Ça n'a strictement aucun sens. En fait, c'est ce que tu nous dis, c'est une invitation à retrouver notre place dans la nature, de respirer au même rythme que la nature. Et en travaillant avec elle, surtout. Oui. Il faut travailler avec elle. C'est pas simplement, disons, on est en ville, on est dans une smart city, et puis on a le droit de sortir, on va voir les loups ou quelques autres les animaux. Individus préservés. Voilà, et non, c'est pas ça. Les villes, la difficulté des villes est considérable. Ce qu'il faut, c'est aller, on va travailler on va cultiver, on va faire ci, on va élever, ça, c'est une manière de retrouver. Si on ne fait pas ça, on ne retrouvera rien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la place de l'observateur, de celui qui intervient quand il Voilà. pense qu'il y a un problème pour donner une solution, mais qui finalement n'est pas une solution parce que, comme il ne travaille pas avec la nature, il ne sait pas qu'est-ce qu'une solution. Il faut retourner au travail. Et il y a de nombreuses personnes. Aujourd'hui, c'est très très difficile de retourner. Beaucoup de gens le souhaitent, retourner travailler. Mais il y a une certaine emprise, disons, du capital sur les terres agricoles. Et qui empêche finalement des jeunes de retourner vers ce travail. Moi, je pense qu'il est tout de même plus agréable de vivre un peu à la campagne avec des animaux, travailler à la campagne, que d'être enfermé toute la journée devant des ordinateurs. Et tout ça pour faire quoi, en général? Pour travailler pour le CAC 40 et faire du fric qui détruit précisément la planète. Il y a quand même là des contradictions graves. Hein. Alors, le deuxième aspect, c'est l'aspect de la poésie. Et effectivement, la poésie permet, à travers certains poètes, d'avoir une nouvelle lecture, une nouvelle appréhension du monde, appréhension de la nature, qui n'est plus celle du technique. C'est-à-dire qu'elle nous révèle un monde qui vient vers nous, et non pas un monde qu'on maîtrise. Et c'est ce monde qui vient vers nous qu'il faut accueillir, et qui est précisément celui, si on l'accueille, on n'aura plus envie de mettre du béton partout. C'est ça. Donc les deux marchent ensemble, mais je pense que les deux, le côté paysan, pour un citadin comme moi, c'est assez étonnant de parler de ça, mais bon, c'est comme ça, on arrive à des logiques indispensables, c'est-à-dire qu'il faut savoir, à un moment, dire non, il faut arrêter. Évidemment, on n'arrêtera pas et on ira dans le mur. Mais on n'arrêtera pas. Il suffit de voir l'état du monde à l'heure actuelle pour se rendre compte que ce que je dis, c'est un horizon
disons, très 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 lointain. Et s'il est très lointain, il ne s'accomplira pas. Et bon, à mon âge, c'est pas très grave puisque je retrouverai la terre assez rapidement. Mais pour les jeunes, c'est un problème. Parce que les jeunes, plus jeunes que vous, hein. Bon. Donc, les vrais jeunes. Les vrais jeunes. Tu nous fais un petit rappel en fait que la technique n'est pas la solution à tous nos problèmes. Et puis tu nous rappelles aussi que la science ne nous dit pas le tout de ce qui est. Et que ce que nous cherchons justement, c'est le reste, ce que la science ne nous dit pas. Je suis complètement d'accord avec cela. Est-ce que c'est le moment d'écouter Jean-Paul Michel? Bah oui. Alors, qui est Jean-Paul Michel? Ah, Jean-Paul Michel, c'est un poète contemporain. C'est un poète contemporain, il vit. Il a mon âge. Je crois même qu'on est à... C'est un vrai jeune, alors. C'est un vrai jeune. C'est un vrai jeune. On doit avoir quelques jours ou quelques mois d'écart seulement. Qui écrit de la poésie depuis très longtemps, qui est aussi un éditeur, et qui là vient d'être publié dans la collection Gallimard, Poésie Gallimard, un beau volume, qui a une œuvre importante et qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une œuvre qui a beaucoup évolué. Beaucoup évolué, et j'ai le sentiment, là le poème qui va être lu, montre bien comment on passe d'un monde un peu de l'abstraction à un monde du sensible. Il se passe quelque chose, et à ce moment-là, c'est la beauté du monde qui ressurgit, alors qu'avant on était dans l'abstraction des concepts, et là on arrive dans cette beauté du monde, parce que quand on va simplement en oubliant l'abstraction, la beauté du monde surgit. Lecture. Quand on vient d'un monde d'idées, la surprise est énorme. De Jean-Paul Michel. Quand on vient d'un monde d'idées, la surprise est énorme de connaître que les choses ont un goût de choses et de se perdre en elles. Délice d'une excursion en montagne, d'une promenade devant la mer, simplement baignée par l'élément, d'un coup pourvu de tout le désirable. De plein pied maintenant avec toute réalité friable, savoureuse, loin de tout discours, absorbée par le paysage, à mon tour arbre, choses, décor, la brioche molle de toute réalité, ses saveurs de cannelle, de noix concassées et de vanille. Serait-ce donc cela l'accès? Qu'interdisait toute colère, tout enthousiasme, toute certitude abstraite quant à ce qu'il devait advenir. Et l'ignorance de ce qu'il fallait, la maladresse, ses épreuves, pour aller enfin dans la lumière des choses simples et belles. Quand on vient d'un monde d'idées, la surprise est énorme. Jean-Paul Michel. Oh, c'est très joli. Oui. Et alors, il y a un passage, au milieu, il y a l'accès. L'accès, oui, c'est ça. Alors là, c'est un peu difficile. L'accès, c'est-à-dire, ça renvoie à Hölderlin, ça renvoie à Rilke, ça renvoie à l'ouvert, c'est-à-dire à ce monde, un accès vers ce monde. Moi, je pense. C'est l'infini un peu. Oui, d'un certain point de vue, c'est, je dirais, la présence effective des choses. Là, on est avec les choses, ce que moi j'appelle l'infini là. C'est-à-dire que les choses sont présentes alors qu'elles ne l'étaient pas. C'est-à-dire qu'on retrouve l'infini des choses, c'est ma position à moi, on retrouve l'infini des choses, d'ailleurs qui était déjà chez Giordano Bruno, parce que les choses sont infinies en elles-mêmes, dans le vrai infini, et pas dans l'infiniment grand. Donc il y a toujours l'idée qu'il faut protéger, qu'il faut avoir un autre infini, mais dans cet accès, comme dans l'ouvert, il n'y a pas au sens strict de transcendance, c'est une immanence, et là on retrouve quelque chose, et c'est cette beauté du monde qui effectivement que l'on ne voit plus, que l'on ne peut plus voir, étant totalement absorbé par le monde de la technique. Il est impossible de voir le monde si on le pense uniquement comme objet de chasse pour le chasseur ou comme objet de béton pour l'urbaniste. J'arrive dans un endroit, comment je vais construire cet immeuble? Non. Mon Dieu, regardez d'abord le monde. Et après, peut-être, mettre du béton. Mais regardez le monde d'abord. On a envie que ce soit notre conclusion.
On s'est baladé, merci Michel, parce qu'on s'est vraiment baladé alors, dans ta pensée, on va dire, parce que ce livre, finalement, c'est un essai assez court. Parce que là, on pourrait laisser penser à nos auditeurs que nous avons affaire à une somme de plusieurs milliers de pages oui, mais qui existent. Qui existe. D'ailleurs, pour le lire, il faut d'abord qu'il commence par le premier livre. C'est ça. Ou alors allez directement à celui-ci, vous allez voir, c'est une introduction. Oui, c'est ce que pensent les joyeux lurons de l'échappée. De l'échappée. Oui, que c'est un manifeste. Exactement. Que finalement, Marcolini, celui qui a lu en détail à travers... Enfin bref, ils sont quand même très sérieux. Hein. On les remercie. Et il m'a dit, mais finalement, c'est un manifeste. Ça prend cette structure-là. Vous l'aviez pensé tous les deux aussi. Mais ça a pris cette affaire. Moi, je ne l'ai pas pensé comme ça au départ. Mais c'est vrai que je l'ai relu. Puis là, je l'ai relu pour me... Oui, il y a un petit côté polémique. On l'a senti là, dans nos échanges. Oui, il y a un côté polémique, mais il y a un côté manifeste aussi. Manifeste plutôt que polémique. Oui, manifeste. Je dis des choses, et il y a tous les renvois aux autres livres pour expliquer que derrière tout ça, il y a... Des réflexions. Il y a beaucoup de réflexions. Voilà. Oui, mais ça finit par une invitation. Oui, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un manifeste. Et c'est très difficile de trouver quelque chose qui fasse sortir de la technique. Parce que tous les livres qui sont publiés finissent toujours par « c'est la catastrophe ». Oui, on est soit dans la catastrophe, soit dans un techno-solutionnisme de bonne aloi. Or, il faut retrouver l'accès ou l'ouvert. Parce que c'est ça la porte. C'est ça la porte vers autre chose. Pour la poésie, c'est plus facile avec la poésie, parce que ça permet en tout cas de voir déjà un autre monde, hein, même pour soi-même. Pour paysan, c'est plus compliqué, je ne pense pas retourner à la terre. Je faisais un jardin quand j'étais petit, mais enfin je crois que je ne vais pas retourner. Moi j'ai un petit fraisier sur mon balcon. Ouais. Mais là, beaucoup de gens s'intéressent à ça aujourd'hui. Mais c'est un côté complètement artificiel, c'est-à-dire qu'il faut aller au bout de sa démarche. C'est pas en faisant un peu de culture sur son jardin, ce que tu fais et ce que je ferai aussi, hein, que c'est... Non, il faut aller jusqu'au bout. Mais derrière ça, il y a l'idée quand même qu'on va peut-être retrouver quelque chose, disons, de la vraie vie, quoi, quand même. C'est ça, hein. La vraie vie, c'est ça. Hein. C'est pas autre chose. Voilà. Oui. C'est quand même une invitation à vivre une vraie vie, donc lisez le livre. Oui. Je rappelle son titre, L'ordre du technique, comment il s'est imposé, comment en sortir. Et je rappelle qu'il sort le 3 novembre en librairie. Je crois qu'il est temps de dire merci à Méropi. Merci à vous, François-Xavier. Et merci à Michel. Merci, François-Xavier. Et à bientôt. Avec plaisir. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.